Your Excellencies, Vos distinguished Excellences, délégués distingués, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet événement pour la conférence de l'ONU à Lisbonne. Et cette conférence va se passer en anglais, mais vous pouvez choisir aussi l'interprétation en espagnol ou en français. Cliquez sur le petit globe en bas et sélectionnez la langue que vous voulez. Nous aurons aussi une session de questions ensuite et vous pouvez mettre vos questions dans le chat destiné à ceci. Et aussi pour le Q&A, réponses et questions. Donc, je voudrais dire bienvenue à tout le monde, à nos sponsors, la République du Bangladesh, la République de Vanuatu, l'État indépendant de Samoa, et aussi merci à Gallifrey Foundation, Stop Ecocide International, Centre de Cambridge pour la réparation du climat, et merci d'être ici. Donc, c'est mon privilège d'introduire Amanda Ellis, qui est cofondatrice fondation de Gallifrey. Pardon. Et en fait, elle est senior director pour Global Future Laboratory à Arizona State University. Elle est co-chair de We Empower SDG Challenge, qui a été lancé par le secrétaire général de l'ONU en 2018 pour promouvoir l'entrepreneuriat inclusif. Elle a été aussi chef de mission et ambassadeur de la Nouvelle-Zélande auprès des Nations Unies à Genève, ambassadeur inaugural pour les femmes et les filles et envoyé spécial du Premier ministre en Afrique francophone. Amanda Ellis, je vous donne la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour de Paris. Donc, c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous pour cet événement très important. Je voulais commencer pour répéter les mots de Jojo et dire que je suis le co-hôte de cet événement. Nous allons commencer avec un message spécial du représentant estimé du Bangladesh, Monsieur Saber Hussein Chaudhuri, avec qui j'ai eu le privilège d'avoir été récemment à Bakou ensemble. Alors, il est président donc du comité permanent du Parlement du Bangladesh pour le climat, les changements climatiques, et il a joué un rôle très important pour le programme climatique du Bangladesh. Salutations à tous de Dhaka, Bangladesh. Nous rejoignons cette conversation avec un sentiment d'urgence immédiate. Alors que le Bangladesh est l'un des États les plus responsables de la crise climatique, cette crise est déjà un problème existentiel pour nous. Le Bangladesh est l'un des pays les plus vulnérables de la planète, où une hausse potentielle du niveau de la mer d'un mètre déplacera 40 millions de citoyens. Ces effets sont déjà ressentis par des sécheresses, inondations, conditions météo extrêmes et des menaces contre la sécurité alimentaire. Dans notre Parlement, une motion a été adoptée déclarant une urgence planétaire et notre Constitution a récemment gagné un nouvel article, l'article 18A, qui aborde la question de la protection et de la conservation des ressources naturelles, des marécages, des forêts, de la biodiversité pour les citoyens actuels et futurs. Le Bangladesh est engagé dans les processus d'action de l'ONU, mais le rythme lent des actions qui émergent de ce processus s'avère profondément inquiétant. Donc, le Bangladesh est totalement engagé dans l'exploration d'avenues parallèles pour assister à des actions directrices pour atténuer le changement climatique et le freiner, et établir une relation harmonieuse avec la nature. Ces lois qui décourageraient les pires maux envers les écosystèmes, surtout les écosystèmes qui sont cruciaux à la stabilisation du climat, présentent donc un intérêt pour nous. Le Bangladesh héberge certains de ces écosystèmes cruciaux et importants, par exemple les Sundarbans, l'écosystème de mangrove le plus grand du monde. Mais notre intérêt dépasse nos frontières, car la protection d'importants puits de carbone mondialement a un impact direct sur le Bangladesh et donc la considération du rôle du droit pénal international dans ce contexte est d'une importance significative. Le Bangladesh examine les possibilités d'inclure la reconnaissance de dommages environnementaux graves ou écocides dans notre propre législation nationale. Et nous sommes heureux de soutenir cette importante conversation qui se produit au niveau
internationale. Merci. Merci. Maintenant, nous avons un message de Christopher Bartlett, qui est à la conférence et ne peut pas être avec nous. Il est le manager de la diplomatie climatique au ministère des Affaires étrangères de Vanuatu. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour de Lisbonne au Portugal. Vanuatu est ravi de co-héberger cet événement avec le Bangladesh et le Samoa et vers donc un mouvement grandissant de écocide. En tant que pays les plus vulnérables, Vanuatu donc manque de temps maintenant et nous souffrons des impacts climatiques climatiques dont nous ne sommes pas responsables. Donc, maintenant, des terres sont perdues à cause de ces droits perdus, droits civiques qui sont perdus. Et ceci donc retire donc des moyens de subsistance importants pour notre pays et notre gouvernement est responsable, paraît-il, contre ces violations à cause de l'impact des cyclones et aussi ceci a un impact sur notre PIB et aussi a des impacts sur les moyens de subsistance. À notre Parlement, nous avons déclaré donc une motion d'urgence pour adresser cette crise climatique. Avec d'autres pays développés, nous demandons donc d'une manière ambitieuse de prendre des mesures et comme vous savez sûrement, Vanuatu est engagé à aborder cette question climatique à la Cour internationale de justice et nous allons demander aux membres de l'Assemblée de l'ONU cette année de voter pour cette révolution et donc pour donner une consultation sur le droit international pour les droits des citoyens actuels et futurs. Et bien sûr, notre paix est clé pour pousser ceci, pour criminaliser l'écocide. Et ça, s'était fait à la 18e Assemblée des États partis de la CPI. Et donc, vu que les écosystèmes sont détruits, eh bien, et il y a des facteurs exacerbants contre la stabilisation du CLEI. Et bien sûr, nous sommes entourés d'océans et nous sommes ici à la conférence de Lisbonne et nous continuons à pousser toutes les nations pour prendre responsabilité contre ces problèmes climatiques et aussi au niveau juridique. Et je suis ici pour la discussion, absolument disponible et nous voulons vraiment criminaliser l'écocide. Merci. Merci beaucoup, Christopher. C'est tellement important, les points que vous avez mentionnés et aussi pour ceux qui sont les moins responsables et ils sont les plus impactés. C'est pour ça que cette initiative est très importante. Christopher a mentionné l'initiative de la Cour internationale de la justice et ceci sont des étapes importantes. Donc, je suis ravie maintenant de présenter Jojo Mehta, qui est la cofondatrice et la directrice exécutive de Stop Écocide International. Jojo a supervisé la croissance incroyable de ce mouvement mondial contre écocide. Elle a fait un travail incroyable pour coordonner entre les différents développements avec une communication diplomatique. Et elle est présidente de la Fondation caritative Stop Écocide et présidente du groupe d'experts indépendants pour la définition juridique de l'écocide. Jojo, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Amanda. Mesdames et messieurs, vos excellences, distingués délégués, nous vivons dans un monde où notre niveau de connaissance sur le monde et surtout sur nos nations est très important. Et nous savons que la vie des gens dépend de ce qui se passe sur les océans, dans les océans, et c'est très important pour leurs moyens de subsistance. Les écosystèmes sont tellement importants pour la stabilisation et l'équilibre de la planète. Aussi, les dommages des industries, des dommages collatéraux des industries continuent d'affecter l'écosystème marin avec l'impunité, avec de nouveaux projets extractifs qui vont menacer les écosystèmes. Donc, nous voulons que cette situation finalement soit interpellée avec
nos écosystèmes et ceci a été développé et il faut développer une autre mentalité. Et nous dépendons donc d'une bonne mentalité pour nos moyens de subsistance, pour nos vies. Il y a une énorme banque de ressources, mais elle est menacée et détruite et ceci va vraiment nous menacer. Nous savons tous que vous ne pouvez pas seulement avoir une licence pour tuer les personnes, ceci est absolument criminel, mais nous n'avons rien. Nous n'avons pas la même chose contre la nature et on devrait, pour des raisons très pratiques, il faut essayer de réduire ces puits de carbone avec la pêche illégale, la chasse illégale et aussi la pollution des océans et qui entraîne les changements climatiques. Et donc, ces lois internationales commencent à être plus visibles à l'ONU, mais elles dénoncent justement l'exploitation. Il faut protéger la nature. Donc, les lois criminelles sont la réponse. Écocide doit être à long terme. Donc, ça peut donc fournir un cadre juridique à long terme et doit donner des limites pour dissuader et sanctionner les menaces contre les écosystèmes naturels et les espèces naturelles. Il y a un écart énorme et les droits de l'homme, nous savons que les violations, la torture, les déplacements, les génocides sont reconnus comme des crimes internationaux. Il y a une fondation modale profonde envers ceci et cette fondation manque dans l'environnement et cet écart est vraiment problématique pour les écosystèmes et les communautés dépendent de ceci et elles en pâtissent. Il faut reconnaître l'écocide comme un crime international de la même manière que le génocide. Il faut combler le fossé et en même temps, il faut changer les paradigmes pour reconnaître les faits de la dépendance de l'humanité envers les écosystèmes naturels. De plus, avec ce cadre juridique, ceci va servir à stimuler les systèmes très importants et c'est très difficile. Alors, nous voyons de plus en plus de frustration à tous les niveaux avec des échecs de mettre en œuvre les accords environnementaux latéraux, multilatéraux qui existent déjà. Et merci à Christopher pour ses commentaires. Et nous avons des habitudes et souvent les habitudes ne changent pas sauf si on met des lois en tant qu'humains. Et c'est très important pour les décideurs puisque les décideurs pensent toujours au profit. Et donc, ces paradigmes peuvent essayer de contenir justement les menaces et essayer de promouvoir les initiatives en termes de droit international. Et il faut reconnaître internationalement l'écocide avec le Global Youth Movement qui est très important récemment dans la réunion sur l'environnement de l'ONU. Il faut aussi alerter les communautés avec les différents réseaux et aussi pour les sociétés industrielles qui sont responsables de ces dommages. Il faut demander au gouvernement de collaborer également. Et aussi, un jalon important dans cette initiative a été atteint lorsqu'un panel indépendant d'experts mondial a eu un consensus pour donner la définition de l'écocide et en faire un crime international. Donc, ceci est équilibré et vous pouvez le voir dans la charte maintenant. Écocide, ceci veut dire arbitraire et illégal. Et en fait, ceci entraîne des dommages à long terme sur la nature et les écosystèmes. Cette définition d'écocide est en train d'avoir un effet avec l'Institut parlementaire européen et l'écocide a été discuté dans le contexte de réviser justement les procédures, les processus de l'ONU. Il faut reconnaître l'écocide et il faut reconnaître son inclusion dans le code criminel et le code pénal. Évidemment, la conversation autour de ceci est dans le domaine public et les parlementaires et les gouvernements locaux, c'est-à-dire 23
pays sont engagés dans ceci, dans les États qui ont signé le traité de Rome à la CPI. Et ensuite, par rapport, M. Karato-Kebiko a annoncé ici à la conférence cette semaine que le gouvernement kenyan va présenter une révision pour inclure une protection environnementale et la reconnaissance de l'écocide en tant que crème. Notre organisation continue à travailler pour développer un soutien pour cette reconnaissance à tous les niveaux, de la base avec les ONG, jusque dans le secteur privé et aussi au niveau de l'ONU avec CBD, IMEA et aussi à cette conférence des océans aujourd'hui et cette semaine. Pour cet événement, tout ceci est absolument pertinent dans le contexte marin. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jojo. C'était fantastique et c'est fantastique de voir combien de soutien vous avez pu rassembler avec le mouvement de l'ONU et la communauté des investissements. Donc, félicitations à vous et grâce à votre détermination et vous essayez donc d'amener ce problème en première ligne. Maintenant, je voudrais présenter Antoinette Vermillier, qui est la cofondatrice de la Gailey Foundation et du climat. Antoinette est passionnée par rapport à la relation de le complexe de l'océan, des plastiques, du genre, de la surpêche, la justice sociale, la santé humaine et l'environnement. Elle recherche soit des coalitions pour trouver des solutions orientées vers l'action et elle se concentre sur les répercussions importantes en aval, soit pour agir sur des lacunes identifiées auxquelles on prête peu ou pas d'attention. Donc, son travail est donc éclectique et interconnecté, et c'est fantastique. Éclectique, interconnecté. Et c'est ce que nous représentons aujourd'hui avec l'océan. Il va de l'impact de la surpêche sur l'océan et les migrants à l'autonomisation des citoyens pour qu'ils engagent des actions civiles contre la surpêche légale et illégale non durable, en passant par des campagnes de sensibilisation sur les impacts du plastique, sur la santé humaine et planétaire. À vous, Antoinette. Also, thank you, Jojo, for this wonderful opportunity to Merci, speak to Georgia, pour cette opportunité qui m'est donnée de m'exprimer aujourd'hui. Je suis une supportrice fervente de la notion d'écocide, mais je voudrais que l'on passe en ma présentation. Je vais expliquer ce qui s'est passé avant que je ne connaisse cette notion d'écocide et pourquoi cela va être si important. Donc, en revenant quelques années en arrière, voici une photo satellite des îles Galapagos. Donc, ça remonte en août 2022. Ces petits points blancs que vous voyez, ce sont des navires chinois qui ont été détectés et qui sont, comme vous le voyez, disposés tout autour d'une zone qui correspond à une zone de grande biodiversité. Vous voyez aussi sur l'image qu'il y a un couloir entre la côte de l'Équateur et les îles Galapagos. Et c'est un moyen donc très efficace pour capturer des poissons. Je me suis demandé comment est-ce que cela était possible. C'est là que j'ai commencé à me demander, à me poser des questions sur la quantité qui était extraite. Et je me suis demandé quel était l'impact de cette extraction sur la faune marine. Et je me suis dit que quelque chose devait être fait, certainement quelque chose au moins au niveau légal. Et diapositive suivante, s'il vous plaît. Juste un petit peu de contexte. Si vous n'êtes pas totalement impliqué dans le monde de la pêche,
D'après le système actuellement est fait pour un autre type de pêche. Il y a une possibilité de pêcher 24 heures par jour, 7 jours par semaine, avec très peu de limites. Ce qui est intéressant, c'est de voir on extrait de là la quantité de poissons nécessaire pour nourrir toute la population chinoise par an. On ne traite pas les océans de la bonne manière. Et cet exemple des Galapagos a vraiment servi à mettre la lumière sur ce problème. Le problème a augmenté de manière exponentielle. Plus de 100 millions de requins sont tués, pêchés chaque année, et un tiers des requins sont pêchés dans des espèces qui sont au bord de l'extinction. Ça, c'était l'année dernière. Un rapport a indiqué que ces pêches relâchaient dans l'atmosphère plus de gaz à d'émissions de gaz à effet de serre qu'un pays comme l'Allemagne. Les réglementations n'étaient pas adéquates. Ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est que c'est un problème qui est exacerbé en raison des subventions à la pêche, souvent, qui sont en passe d'être stoppées. Par conséquent, sans réglementation et sans compte à rendre, ces poissons sont là jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ce mode de pêche détruit les habitats. Je pense que c'est là où je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. J'ai convoqué un groupe d'experts et je leur ai demandé qu'est-ce que l'on peut faire en tant que citoyen. Est-ce qu'il y a une manière de galvaniser cette indignation publique et de la faire converger vers des actions? Nous avons envisagé différentes initiatives des Nations Unies pour stopper cela, mais ça n'a pas lieu. Nous avons des contacts au niveau des pêcheurs, mais ces règles ne sont pas appliquées. Diapositive suivante. Voici ce que j'ai appris en tant que personne qui rentrait dans ce domaine. Ce problème est découpé un peu comme on découpe les pièces d'un bovin. Voici comment sont divisées les mers dans nos océans. Si vous essayez de réglementer un domaine, eh bien, cette réglementation ne s'applique pas dans un autre domaine. Ça peut être saisonnier, ou ça peut être basé sur une certaine espèce, ou ça peut réglementer le fond des mers, mais pas la surface. Et donc, par conséquent, c'est un véritable cauchemar de trouver une manière d'avancer. Et quand vous vous rendez compte que nous sommes en train de pêcher au fond du tonneau maintenant. C'est un véritable cauchemar. Voici ce que j'ai réalisé, c'est que bien que nous avons également ces différentes zones qui sont réglementées, voici ces zones ici qui sont la haute mer. Ce sont les zones les plus vulnérables. Vous savez ce qui s'est passé à Las Vegas? Eh bien, ça a lieu actuellement en haute mer, sauf qu'on ne le voit pas. Il y a beaucoup de pêche illégale qui n'est pas reportée. Beaucoup d'espèces sont extraites et il n'y a absolument aucune supervision. Donc après cette réunion,
je me suis dit, mon Dieu, c'est terrible. Voici un calendar. Je crains que les systèmes légaux, s'ils ne sont pas bien appliqués, eh bien, ils vont devenir des systèmes tout à fait inefficaces, va devenir des systèmes passoires comme cette passoire que nous avons à l'écran. Nous avons décidé de choisir de mettre en place des actions légales. Nous avons décidé, au lieu de regarder au niveau du système des Nations Unies pour la mer, nous avons décidé de regarder au niveau de chaque pays, leur constitution, et de voir s'il y avait des manières de ralentir les pratiques et les scénarios de pêche et de surpêche. Ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est que chaque pays, certains d'entre eux ont dans leur constitution des articles qui nous permettent de faire cela. Lorsque nous avons commencé par écrire des lettres ouvertes au gouvernement et nous avons couplé cela avec une action au niveau juridique. Cette action juridique consistait à envoyer une injonction. Nous avons commencé avec l'Argentine. Et l'objectif était de provoquer une réaction. Nous pensions que le paradigme actuel des états d'affaires était très statique. Il n'y avait pas suffisamment de dynamique et de pression pour générer les changements que nous souhaitions voir advenir. Nous avons dit au gouvernement argentin, vous n'en faites pas assez pour protéger les modes de vie de vos citoyens. Mais ce que nous essayons de faire, en fait, c'est de donner le pouvoir au public pour qu'il puisse faire quelque chose. Dans la pratique, ce n'est pas toujours facile. Nous avons travaillé également avec des ONG, des organisations environnementales, pour voir ils feraient le bon flic et nous serions le mauvais flic. Et cela. Donc, nous sommes un antagoniste pour d'autres groupes pour leur permettre d'avancer dans leur dialogue. La même chose pour les gouvernements nationaux. Ce que nous souhaitons faire, c'est de créer un dialogue national qui leur donne un outil qui leur permet de contacter d'autres organismes internationaux, d'autres organes internationaux et leur dire « Nous avons des gens qui nous soutiennent, nous vous mettons la pression ». J'aurais dû le dire dans ma première diapositive. Notre but est de faire en sorte de provoquer une réaction en chaîne, action-réaction. Nous avons un grand nombre de signatures en raison de ces lettres ouvertes que nous envoyons. Il y a beaucoup d'organisations qui peuvent également nous donner un coup de main dans ce sens. Concernant le gouvernement national en Argentine, il y a eu une élection l'année dernière qui a été très intéressante puisque notre cas a été porté à connaissance et est devenu un cas de changement pour du bien. Nous avons eu beaucoup de réactions d'un grand nombre de pays. Nous avons cité l'ensemble des dettes et des réclamations. Ce que nous avons fait, c'est de créer un moteur qui lui-même crée du mouvement dans une direction positive.
Ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que ces ondes de choc aident tout un chacun à aider à effectuer une bonne gestion de la faune marine et des océans. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si nous avions su, si les lois sur les écocides étaient en place aujourd'hui, la simple possibilité que les écocides deviennent quelque chose d'important, eh bien, cela provoque des réactions. Si tout le monde commençait à y penser, si nous revenions à ma première diapositive, c'est un écocide. Nous tuons absolument tout ce qu'il y a dans les océans jusqu'à un seuil où il est impossible de recréer. Nous avons véritablement besoin d'action. Nous avons véritablement besoin de quelque chose comme comme l'écocide, la notion d'écocide. Parce qu'il nous faut appliquer une pression légale pour contenir cet abandon total de surpêche dans les océans. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci, Antoinette. Tu as fait un excellent travail pour établir ce cadre. Je me rappelle d'avoir été si atterré des dommages qui ont été causés au sol des océans. C'est plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'Allemagne. C'est donc, comme tu l'as dit, il est absolument critique, c'est d'avoir ce cadre juridique pour pouvoir agir. Merci beaucoup, Antoinette. Et maintenant, il est mon plaisir de présenter Perses Pelimoria. Il est fondateur et directeur général de l'East Whole India Private Limited, d'une entreprise donc incroyable, Earth Soul India Private Limited, qui est le premier fabricant indien de produits compostables et biodégradables. C'est très important dans le contexte des océans. Il siège au comité de normalisation au Bureau of Indian Standards, en particulier pour les polymères issus des ressources renouvelables en Inde. Il a récemment été nommé membre du comité consultatif de l'International Biochar Initiative et il est président de The Converging World. RC participe à la recherche sur le changement climatique depuis 2001 et plus récemment, il a pris part à diverses conférences sur la durabilité du changement climatique organisées dans le monde entier. Persis, nous sommes ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup Jojo. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer dans cette très importante séance sur les océans des Nations Unies. Puis-je vous demander de passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Je me suis souvent demandé quelle est la meilleure manière de nous faire comprendre à nous autres, les humains, notre relation avec la nature. Et je me suis dit qu'une manière de faire, c'était de relier nos organes et de les associer avec les parties de l'écosystème. Les océans constituent plus de 70% de la masse totale, de la superficie totale de la Terre. Ce qu'il me semble, ce que je vois, c'est qu'il y a des dommages absolument terribles qui sont faits à tous les organes qui pompent le sang vers les organes. La même chose est en cours au niveau de la nature. 50% de l'oxygène que nous respirons est produit par les océans.
qui assure que la mer qui est transportée de l'Arctique à l'Antarctique, dans ce système de transport, il y a de l'alimentation, il y a des moyens de subsistance. Tout cela soutient la vie dans les océans. Et cela soutient la planète tout entière. Juste par rapport à la chaîne alimentaire, il faut comprendre une chose. Il y a des projections qui disent que d'ici à 2028, il n'y aura pas suffisamment de ressources halieutiques disponibles dans nos océans. Imaginez l'impact en termes de moyens de subsistance pour des communautés dans le monde entier. C'est une source bon marché d'alimentation pour des millions de personnes dans le monde. Et c'est essentiel, c'est un format essentiel pour s'assurer que les récifs et les coraux puissent vivre. Les océans deviennent si acides que le simple sens de la vie est mis en danger, ce qui me semble être un danger terrible pour l'humanité. Nous avons parlé de l'extraction de mines en eau profonde, les puits de CO2. Nos océans prennent 90% de la surface des océans. Ils absorbent 90% de CO2 dans l'atmosphère. Cela est mis en danger et je ne comprends pas comment cela peut s'arrêter. Alors, l'impact de l'exploration minière en haute mer, voici ce que ceci produit. Ça va détruire les sols naturels des océans qui ont été formés depuis des millions et des millions d'années. Et donc, quand vous faites donc des explorations minières en haute mer, vous enlevez donc ce qui n'a pas été utilisé pour les minéraux comme le lithium, le manganèse, le chlore, et tout ceci est très important pour nos portables smart et autres appareils. Prochaine diapo. Donc, ceci vous donne une idée de exactement qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des explorations minières en haute mer. On en est au début, mais on ne devrait pas, bien sûr, faire sans la nouvelle technologie, mais la nouvelle technologie vient avec beaucoup de validation, beaucoup de certification. Il faut comprendre l'impact de ce vers où on va. Donc, ça, c'est les polymétalliques non utilisés qui est au fond de la mer, en Hawaï et au Mexique. C'est la zone CCZ pour créer 4,8 milliards de piles pour des fours électriques. C'est énorme. Et quand vous allez faire ceci, c'est équivalent à aspirer tout ceci au fond de la mer et c'est absolument désastreux. Voici ce que j'ai déjà expliqué. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il est très important de comprendre que les humains et la nature doivent coexister. Nous avons ce grand business comme d'habitude. Oui, on fait comme on a toujours fait. Les ressources naturelles sont finies, mais en fait, en termes de business, elles sont infinies, on dirait. Mais moi, je veux dire, pourquoi on ne peut pas répliquer la nature sans transgresser les habitats naturels? Ça serait un format
que je voudrais proposer. Copier la nature. Donc, il n'y a pas d'ingénierie humaine qui soit infinie. Les ressources naturelles sont finies, elles ne sont pas éternelles. Et sur notre planète, nous devons intégrer l'ingénuité infinie de l'homme avec les ressources qui ne sont pas éternelles. Et si ceci pouvait être fait, et si on pouvait avoir un équilibre, eh bien, il y aura de l'espoir pour l'avenir. Mais je crois que les Nations unies, on est en situation d'urgence, mais c'est plus grand que si on est comme on est dans ICU tous. Et pour ceux qui l'ont expérimenté, l'ICU, vous savez ce dont je veux parler. Eh bien, l'homme et la nature doivent coexister. Et si on ne peut pas comprendre ceci, l'écocide doit être mis en place en tant que loi, parce que c'est la seule compréhension que l'humain peut avoir. Merci beaucoup. OK. Vous avez dit que la planète n'est pas éternelle. J'aime ce point. Et puis, nos idées humaines sont infinies, n'ont pas de limite. Et en fait, vous êtes ici pour nous conseiller, pour trouver des moyens de copier la nature sans aller au-delà des limites de la nature. Merci pour votre espérance. Oui, on est dans l'ICU, mais pour voir des entrepreneurs comme vous qui travaillent là-dessus, qui essayent de nous montrer comment on peut créer d'une manière différente. Comme vous l'avez dit, 90% de la chaleur supplémentaire créée par le carbone dans l'atmosphère a été prise donc par les océans. Donc, le rôle est absolument critique et crucial. Merci pour votre présentation et je vois, c'est vraiment un espoir pour nous. Maintenant, je suis ravie de passer à notre prochaine intervenante, Inge Relf, qui a une très grande expérience. Elle est la cofondatrice et la directrice exécutive de Global Choices, donc qui est dirigée par des femmes et intergénérationnelle, dont la priorité est la protection de l'océan Arctique central. Et évidemment, ça fait partie justement, cette partie de la planète est extrêmement menacée par rapport au climat. Donc, Inga, elle préconise de recadrer le bouclier de glace comme un bien commun mondial. Je suis d'accord avec elle. Et elle appelle à un moratoire de 10 ans pour le protéger, ce bouclier de glace, car la perte de la glace a déjà des répercussions mondiales. Elle pense que des défis juridiques tels que écocides seront nécessaires si l'on veut protéger à temps ce biome unique. Elle est connue pour son leadership et ses innovations politiques dans le domaine du changement et des systèmes, de la gouvernance mondiale, de la paix, de la sécurité. Elle était conseillère politique principale auprès des anciens lors de la COP de Paris et des accords sur les ODD. Auparavant, elle a occupé des postes de direction dans le monde des affaires, a fondé plusieurs ONG internationales. Vous devez avoir 150 ans avec tout ce que vous avez fait, non? Quelle expérience en termes de justice climatique et de droits de l'homme. Je vous donne la parole, Inge. Merci, Amanda. Oui, la semaine a été très chargée. J'ai l'impression d'avoir 150 ans. Écoutez, merci Jojo pour avoir organisé ceci. Merci pour m'avoir invité. Le temps est tellement opportun. Nous écoutons maintenant sur la dégradation des océans et de la nature. Et nous devons comprendre que ce n'est pas seulement le domaine des espèces et de la protection, mais aussi c'est le système complet. Et aucun des systèmes, comme vous l'avez dit, n'est plus critique que les océans.
que l'océan et les articles, qui est en train de se réchauffer 3 fois plus qu'ailleurs. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que quand on perd cette glace qui est comme un régulateur de la planète et c'est le thermostat de la planète, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'autres recours. Si on ne reste pas sous 1,5 degré d'augmentation de température, on ne va pas y arriver. Et effectivement, quelles sont les causes? Elles sont très critiques. L'impact est massif. Et donc, en tant que régulateur, on peut avoir des accès à plusieurs choses. Effectivement, le focus, c'est sur l'Arctique et il y a 4 millions de personnes qui vivent là-bas. Donc, la population est affectée, mais aussi c'est Samoa, par exemple, et d'autres Vanuatu et d'autres États. Nous devons recadrer tout ceci. Ça marche bien. Et le Conseil de l'Arctique a fait un bon travail quand c'était tout gelé. Mais maintenant, il a tellement beaucoup d'intérêt, comme nous l'avons entendu, avec les exploitations minières en haute serre, les nodules. Et donc, toutes ces menaces sont réelles et il y a beaucoup d'argent qui va être investi dans cet espace. Et les gouvernements en général sont en rétrospective et nous devons proactifs, nous devons penser au gouvernement pour leurs programmes futurs. Et EcoSite, c'est absolument pertinent. Imaginez qu'on puisse élargir la gouvernance de ces espaces. Et ce n'est pas le seul système où il y a un problème. La plupart des systèmes mondiaux donc présentent des écarts. Et il faut impliquer les communautés autochtones et aussi le pouvoir local des communautés et aussi faire une défense avec le moratoire. Et donc, il faut rattraper le temps perdu. Et on connaît plus sur la Lune que ce qu'il y a sous la glace. Et aussi, il faut planter des arbres, il faut s'occuper de l'Amazone, il faut faire les deux. Il faut rester sur 1,5 degré, mais il faut protéger ce que nous avons. Et pour faire ceci, on ne peut pas se reposer sur le processus des traités. La glace va fondre tout le temps que tous ces accords vont être mis en place. Le défi est énorme et surtout avec les problèmes donc, multilatéraux. Donc, je dirais, il faut utiliser l'écocide. Utilisons également cet impératif moral. Nous comprenons dans de nombreux endroits que nous avons un impératif moral pour protéger ces écosystèmes. La notion d'écocide et les applications légales peuvent faire peur aux mauvais acteurs et peuvent leur faire réfléchir à 2 fois avant d'agir. Il y a un autre élément qui est comment on fait cela, comment on s'y prend. Il s'agit pour nous de créer une réponse intergénérationnelle, faire bouger la société. Il y a une grande division où les gens, les personnes plus âgées disent « Oh, on vous laisse les problèmes » et les jeunes disent « Ne nous laissez pas les problèmes ». Il nous faut en fait véritablement entrer dans cette idée que nous allons travailler ensemble pour le bien commun. Nous travaillons beaucoup pour cela avec des jeunes. Nous leur enseignons à comprendre bien évidemment les problèmes, mais également les remèdes. C'est remarquable de voir comment tout cela est compris. Donc nous pouvons travailler de manière
collaborative, collective, montrer ses idées. L'article est particulièrement intéressant de ce point de vue. Il est gouverné par la loi internationale des océans. Lorsque vous avez de nombreux écosystèmes qui sont endommagés les uns après les autres. Trying to work your way through that again is a total minefield, and that's where I think ecocide bridges. C'est là que je pense que la notion d'écocide fait le lien entre les différentes autres notions. Pour dire, il s'agit d'une atteinte très grave à l'espace. C'est-à-dire, on leur dit, vous causez des dommages, non pas à un espace, mais à l'humanité tout entière. Ensuite, il y a un autre élément, je ne sais pas si on peut le voir, les diapositives de Robert Swan. J'aime beaucoup cette diapositive. Nous avons 2 personnes qui sont sponsorisées en Antarctique. Je le dis souvent, l'Antarctique, c'est le cœur et le poumon de la planète. Il faut bien comprendre ces espaces. Il est si facile de rentrer dans les détails juridiques, techniques, et pourtant d'oublier de quoi il s'agit fondamentalement, d'oublier la nature, d'oublier qu'il y a 200 espèces qui vivent là-bas, par exemple. Il est important de faire voir la beauté de cet espace. Il nous faut également incentiver l'autogouvernance. Il y a toujours cette idée que c'est toujours le problème de quelqu'un d'autre. Mais nous faisons tous partie de cette planète et donc il nous faut penser à notre propres actions. Si vous prenez en compte qu'une tonne de carbone fait fondre un iceberg. En regardant notre autogouvernance, et je sais qu'il ne faut jamais sous-estimer l'importance de cela. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Le véritable problème pour nous, c'est la vitesse à laquelle on le fait. Nous avons, d'après les estimations, environ 10 ans avant d'avoir de véritables problèmes. Nous ne pouvons pas attendre. Merci, Enga. Un aspect effectivement très intéressant. Merci, Enga. C'est un point très important, comme je le disais. Il faut rappeler à tout le monde que c'est Sylvia Earle, co-chair of Mission Blue, points out this decade in which we are living now. Cette décennie dans laquelle nous vivons actuellement sera la décennie qui aura le plus de conséquences pour les prochains milliers d'années. Proactive. Il nous faut donc, comme tu l'as dit, être beaucoup plus proactifs. Il faut être l'Arctique et le système APEC. Et votre idée d'impératif moral, ce cadre pour un moral impératif, c'est très important. J'étais avec Robert à la Villa en Suisse et c'est la personne la plus jeune au monde qui est allée sur les 2 pôles. Les entendre parler des merveilles, de la majesté de ces lieux, c'est absolument époustouflant. Et donc, il est très important de protéger ces zones et de penser en termes de système planétaire et système planétaire interconnecté. Et ce sont des limites que nous avons transgressées. Maintenant, nous allons passer à John Miller.
And president of Monastery Experience in the Pacific. John Miller est cofondateur et président de Mana Pacific. C'est une région très isolée. John a de l'expérience dans le secteur de l'énergie et des micro-réseaux dans le Pacifique, dans les régions isolées. Il est compétent en matière de planification stratégique, de modèles commerciaux transformateurs, de commerce et internationaux et de logistique, d'entrepreneuriat. John a eu pour mentor Utubo Abe Malai, est directeur exécutif de l'American Samoa Power Authority et qui s'est efforcé de relever les défis environnementaux critiques dans les Samoa américaines et en Polynésie. Merci. La parole est à vous, John. Merci beaucoup pour cette introduction, cette présentation. Je suis ravi. Merci, Jojo, de m'avoir invité pour cette conversation si intéressante. Je voudrais rendre hommage à Hoju Putui Malai de Samoa et à tous les professionnels et les personnes autochtones qui m'ont aidé dans ce voyage. Et je souhaite maintenant commencer. As Amanda said, I'm the president and co-founder of Mana Pacific. You can get next slide. And this will just give some context of what we're doing and for this conversation. But Mana Pacific. Je vais vous donner un petit peu de contexte. Alors, Mana Pacific, et notre but, c'est d'accélérer justement l'adoption de clean energy, l'énergie propre dans le Pacifique, en utilisant Mona Pledge, qui est certifiée experte. Et effectivement, les efforts sont alignés et coordonnés avec l'énergie renouvelable de l'île. Prochaine diapo. Alors, Mana Pacific, nous sommes profitables. Nous essayons d'avoir essayer d'équilibrer entre le profit et les personnes et la nature. Effectivement, nous essayons de servir la communauté, de servir la planète et on essayait donc que les chaînes d'approvisionnement sont aussi en ordre et que nous donnons vraiment de bonnes informations aux actionnaires et aussi pour la communauté que nous servons. Prochaine diapo. Donc, les problèmes que nous voulons résoudre, c'est pas seulement maintenant dans le Pacifique, mais maintenant le reste du monde commence à voir tous les problèmes, par exemple avec l'Ukraine, problème d'énergie, problème d'insécurité énergétique, et les îles dépendent donc de sources internationales pour les carburants fossiles pour générer de l'électricité et de l'énergie, surtout de l'énergie. Effectivement, les diesels et les fournisseurs de pétrole produisent des changements climatiques négatifs et des impacts sur l'environnement. Et également, les îles sont petites et donc nous avons des problèmes pour gérer tout ceci en termes d'investissement et de fournisseurs et de développeurs. Donc, on essaye d'avoir ce qu'on appelle le monopledge. Donc, effectivement, nous avons des problèmes d'inflation et les fossiles amènent des profits. Les investisseurs sont très attirés par les profits et notre communauté n'est pas du tout responsable de cette crise climatique, a du mal à attirer le financement. Et donc, cette pledge, ça unit les îles et on a des différences culturellement et économiquement, mais nous avons un but commun pour le développement économique. Voici donc notre engagement que nous voulons formuler pour avoir tous ces buts communs avec le Mona Pledge. Et en fait, ces îles sont rassemblées et on peut amener ce pledge pour les prochaines COPs et pour allouer les promesses pour les nations développées, et surtout pour les pays qui sont le moins responsables de cette crise climatique. Prochaine diapo.
Récemment, eh bien, nous avons parlé de toutes ces problématiques pour l'océan et effectivement à Palau qui réaffirme l'engagement pour générer une énergie renouvelable à 100% d'ici 2030, d'ici 2032. Et nous allons travailler avec différentes îles et aussi pour avant d'arriver à la COP27, nous allons parler avec les îles concernées. Alors, où est-ce qu'on en est avec l'écocide et nos îles? Eh bien, les développeurs jouent l'un des plus grands rôles, les plus importants rôles avec les investisseurs pour essayer donc d'aborder les besoins communautaires et prioriser les besoins communautaires dans le développement des projets locaux. Et la plupart des investisseurs ne comprennent pas les sensibilités locales de la communauté et ils se reposent sur les développeurs pour être transparents. Et ceci se passe, les gens à Hong Kong, à New York City ne comprennent pas ceci. Et effectivement, les développeurs, les promoteurs, ils donnent la priorité au profit par rapport aux intérêts communautaires. Donc, je crois que des lois comme l'écocide peuvent aider à essayer d'avoir plus de moralité, plus d'éthique pour les investisseurs, pour qu'ils puissent vraiment évaluer leurs investissements et aller contre les dommages à long terme et les dommages élargis pour les environnements. Et si on rend donc ces projets extractifs trop risqués pour les investisseurs, eh bien, ceci peut les arrêter avant qu'ils puissent arriver à gagner un momentum. Donc, effectivement, pour les îles Pacifiques, elles sont en train de disparaître. Pas seulement les îles, mais nos cultures, nos traditions, nos histoires, elles vont disparaître si on ne prend pas d'action. Effectivement, Maldives, Karawati, Palau, Samoa, Kiribati, eh bien, il y a 52 territoires identifiés comprenant des milliers d'îles qui donc sont à risque de disparaître, effectivement à cause de la hausse du niveau de la mer. Donc, il faut essayer de réduire donc cette hausse de niveau de la mer. Et ici, je crois que effectivement, les entreprises jouent un rôle et il faut qu'elles soient responsables. Nous avons une crise dans le Pacifique et avec donc le désastre de Fukushima, effectivement, avec ce qui s'est passé, qui a complètement pollué nos eaux, ça a été horrible. Et effectivement, à nouveau, ceci est un écocide. Le plan du Japon, donc, de décharger des déchets nucléaires dans l'océan Pacifique. Il faut absolument arrêter ceci. Et Palau, donc, défie le Japon de faire plus d'études ou de planifier donc sur ces déchets qui sont toxiques dans les océans. Effectivement, ces études vont pouvoir contribuer donc à plus de connaissances puisqu'elles sont en train de tuer les poissons. Et effectivement, ceci est un outil pour protéger nos océans et nos écosystèmes de ce type d'océans. Je vous remercie et mahalo, merci pour m'avoir permis de parler aujourd'hui. Mahalo, John. Eh bien, nous sommes très reconnaissants, John, pour montrer les liens et puis montrer les cas du Pacifique. En tant qu'économiste, je dois vous donner des statistiques. La FMI a estimé 5,9 trillions de dollars de moyenne subsistance en 2021. Et on ne va pas dans le mauvais sens depuis la COP de Paris. Nous avons vraiment besoin de mitiger ceci et les écocides peuvent aider contre cette expansion économique. Et effectivement, pour la science, merci pour vos contributions au niveau de la science. Et aussi, j'ai de l'espoir. Quand nous regardons que les États des îles, en collaboration avec l'équipe, a réussi à mettre les 1,5 degrés dans l'accord de Paris.
eh bien, ceci veut dire que si vous pensez que vous êtes trop petit, eh bien, ce n'est pas vrai. Pensez aux moustiques, c'est le pouvoir de la collaboration, même pour les petites îles, et votre rôle très important que vous avez déjà mené au niveau mondial. Pour finir, je voudrais souligner votre approche, le tribut aux ancêtres, aux anciens, et moi je comprends bien ceci. C'est tellement important en tant qu'humain. Nous devons être de bons ancêtres. Pensons à l'approche de notre vie pour ceux qui étaient avant nous, mais pour nous-mêmes aussi. Quel est notre rôle? Et il ne faut pas défavoriser les générations futures. Et la jeunesse est en colère. Nous allons passer à nos questions maintenant. Mais je voulais dire salutations à mon lieu de naissance en maori. Et cette salutation parle de la sagesse, de l'importance de la nature, l'importance des mots de notre conversation et aussi du chef, du leadership. Merci Jojo pour votre leadership incroyable. Merci à vous tous du panel et pour l'engagement incroyable que nous avons vu dans le chat. Nous allons passer aux questions. Je voulais juste parler des observations pertinentes que j'ai vues dans le chat. Donc, Gredence, merci beaucoup. And Pat, important note, Wales was Note the first country importante. Quel était le premier pays dans le monde en 2015 à passer une législation et je peux vous dire qu'en Nouvelle-Zélande, nous avons actuellement un budget qui a été influencé par cela. Donc, voyant ces solutions multipliantes, nous allons maintenant passer à notre séance de questions-réponses. Et la première question que je voulais poser, c'est Jojo, comment vois-tu la relation entre le travail que fait Vanuatu avec la Cour internationale de justice et le travail que vous menez avec l'Ecocide? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de contexte sur le lien entre ces deux initiatives? Absolument. C'est si important d'avoir une approche de cela de manière croisée. L'opinion de l'ICJ et de Vanuatu et d'un grand nombre de pays également s'agit de savoir comment est-ce que l'on fait un cadre par rapport à ce que l'on va faire pour les futures générations. Les responsabilités des États, établir les responsabilités des États pour le futur, pour leur génération. L'aspect pénal est un aspect complémentaire. Les citoyens peuvent avoir un droit d'aider à nettoyer l'environnement. Mais ce qui protège ces lois, c'est effectivement le droit pénal. Je vous donne un exemple très concret. Le droit à la vie est protégé, c'est-à-dire que retirer la vie est un crime. Donc, ce sont les deux faces de la même monnaie, si je puis dire. Concernant les écocides, ce que l'on peut dire, c'est que d'une manière générale, c'est un aspect préventif et dissuasif. Notre objectif, c'est que dans les prochaines années, on arrive au niveau de à légiférer là-dessus. Mais l'impact de cette législation, de ces conversations, se sent déjà. Il nous faut réunir les soutiens nécessaires et trouver la dynamique nécessaire. Et cela veut dire que les changements stratégiques, la fenêtre d'ouverture que nous avons pour cela, lorsque les décideurs vont voir ça arriver et quand ils décideront de changer pour se mettre en conformité avec ce groupe.
Je crois que la notion de dissuasion est si importante. Comme John l'a mentionné, les gens doivent être au conseil d'administration. C'est une clarification très importante. Il y a eu des questions, un vote sur les questions qui doivent être exprimées tout d'abord. La question est, est-ce que le traité sur l'énergie n'est-il pas une barrière significative dans la pratique pour criminaliser les écocides? Je pense que Jojo, tu es indiqué pour répondre à cette question, mais s'il y a d'autres personnes qui souhaitent répondre après Jojo, n'hésitez pas à me le dire. C'est une question formidable, en effet. Elle est formidable puisque si on peut parler du droit pénal, si on peut dire que le droit pénal est au sommet de la pyramide, une entreprise ne peut pas traîner un gouvernement en justice si leur business model est basé sur quelque chose de criminel. Donc, mettre des lois sur les écocides en place en tant que dans le droit pénal pourra établir un précédent dans cette relation. Ce que nous avons vu avec les avocats avec lesquels nous avons travaillé, les avocats étaient prudents, mais ils disaient oui, ça serait très pertinent et ce sera très intéressant. Et je pense que véritablement la loi sur les écocides aura véritablement un effet sur ces relations entre les gouvernements et les entreprises. Question suivante. Quel rôle peuvent les gouvernements jouer dans cette conversation? Et cette question vient de M. Soto, l'ambassadeur de Suède, de Bolivie en Suède. Je ne sais pas si la Suisse a quelque chose à dire. Si quelqu'un d'autre souhaite intervenir, n'hésitez pas à lever la main, nous vous donnerons la parole. Merci beaucoup, Amanda. En effet, nous faisons tous partie d'un écosystème, toute la planète. Je suis en Suisse et ici, nous menons en place des actions par rapport à un grand nombre d'États qui doivent être présents et avoir des objections au minage en eau profonde ne sont pas là. Donc, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'États il y a des questions d'emploi, des questions économiques, bien sûr, mais il nous faut nous assurer que nous protégeons ces ressources globales. Nous avons une raison objective d'évoluer sur les mécanismes. Les mécanismes impliqués ne sont pas toujours connus. Il est de notre devoir de faire connaître ces mécanismes, de nous assurer que nous les utilisons et que s'ils n'existent pas, nous trouvions la manière de les rendre utiles. Merci. Merci, Antoinette. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite avancer par rapport à cela? Ajouter un commentaire? Oui, merci, ambassadeur, pour cette question. C'est là qu'il nous faut comprendre le rôle de l'Arctique et des pôles et que leur perte a des conséquences pour la Terre tout entière. Nous sommes tous des espèces dépendantes de la glace. Le jour où on perd l'Arctique, on va commencer à avoir des instabilités dans notre système climatique. Et l'instabilité, l'imprédictabilité va entrer dans le système. Les inondations en Allemagne récemment sont en lien de manière légère avec ces altérations de l'Arctique.
Ce qui se passe, c'est que les nations, en particulier celles qui sont les plus vulnérables, dépendantes de l'alimentation, ne peuvent pas prévoir lorsqu'elles seront en mesure de faire la saison, la moisson, et donc ça pose des problèmes de sécurité alimentaire. Il y a également des vagues de chaleur énormes en Inde et au Pakistan. Donc, tout le monde est impacté. Vous demandez qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, nous appelons toutes les nations à participer à ce moratoire, de signer ce moratoire et de dire il nous faut protéger cet espace puisque cela provoque tant de dommages à tant de personnes. Regardez le Venezuela. Beaucoup de migrations qui a provoqué tant de détresse et d'instabilité est venue au départ d'un problème de sécurité alimentaire. Il n'est pas difficile donc de comprendre l'impact et donc il nous faut mettre la pression et soutenir ce moratoire. Merci, mettre la pression sur toutes les actions en faveur de l'Arctique. J'ai une question de Elizabeth Bucci-Jones. D'un point de vue d'avocat pénal, est-ce que des défendeurs peuvent tirer parti de certains éléments qu'ils connaissent de la définition des écocides? Comment cette connaissance peut-elle être définie et peut-elle inclure une obligation de faire des recherches ou d'avoir une croyance raisonnable? Il y a un traité international. Elisabeth, nous souhaitons. Jojo, c'est ta question. Alors, au niveau de la connaissance, dans plusieurs exemples, juste parce que le criminel dit qu'il n'avait pas la connaissance, eh bien, ça ne peut pas mitiger le dommage, parce qu'ils auraient dû savoir, et c'est dans le domaine public. Donc, cette définition par défaut dans le traité de Rome parle des crimes individuels dans l'article 37. La connaissance, il aurait dû savoir pour une personne qui était dans un projet de commission ou etc. Donc, à un certain niveau d'information. Donc, ça serait aussi problématique que votre question l'implique. Pour la diligence raisonnable, eh bien, pour les causes normales de business, toute personne impliquée dans une extraction donc devrait être impliquée dans la diligence raisonnable. Mais ce qui est important quand cette loi est en place, c'est que en ce moment, les sociétés, ils essayent de contourner les règlements et dire exactement combien il y a de toxines qu'on peut décharger, par exemple, sans passer une certaine ligne. C'est très, très détaillé. Et donc, ils essayent de s'en sortir avec ça. Mais si on a une loi comme ça, le but, c'est d'avoir que ça soit une version équivalente à une loi de la santé et de la sécurité. Si vous construisez une usine, par exemple, vous ne regardez pas comment presque vous allez blesser quelqu'un. Non, c'est pas du tout. Donc, comment on évite de blesser des personnes en termes de sécurité des personnes si vous construisez une usine? C'est la même chose avec ceci. Quels sont les risques? Quels sont les dangers? Donc, et les avocats doivent faire une diligence raisonnable. Ils doivent absolument éviter tous les dangers. Oui, merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps qui nous reste. Il y a tellement de superbes questions. Prochaine question, c'est Chris Desai de U-Ocean Project. Alors, Chris de U-Ocean Project, ce réseau de pays de législation, c'est une superbe idée, mais les lois, elles sont bonnes seulement si elles sont exécutées. Donc, il faut une organisation d'autorisation mondiale pour obliger que ces règles soient vraiment exécutées et complètement financées. Allez-y, Jojo, et moi après. Allez-y, Jojo.
Bon, brièvement, pourquoi on est allé avec la CPI? Parce que c'est un mécanisme excellent pour les États membres, c'est très complémentaire. C'est pour ça qu'on a adressé à la CPI en termes d'impunité, etc. Donc, c'est efficace pour toutes les juridictions. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est aller au-delà de la souveraineté nationale. Effectivement, les gouvernements doivent ratifier et appliquer dans leur propre juridiction. Et un aspect, une indication est que le facteur de la juridiction universelle, que en fait, est-ce que c'est suffisamment sérieux, peu importe si le criminel ou les victimes viennent de leur pays. Donc, la juridiction universelle peut être appliquée ici, mais il n'y a pas de route bien particulière à poursuivre. OK, justement, dans ma présentation, justement, j'entends beaucoup ceci des critiques et de l'exécution de la loi. Je crois que tout d'abord, avoir la loi en place, c'est déjà là, c'est déjà important. Et pour essayer de l'appliquer traditionnellement, il faut essayer de faire la bonne chose. Bien sûr, il y a des gens qui seront toujours des criminels. Et puis, après l'exécution, un crime a été commis, il y a eu un dommage. Eh bien, tout doit changer. Tous ces investisseurs, ils investissent dans des projets et ils écrivent ces projets, ils ont ces contrats. Ils ne veulent pas effectivement peut-être détruire, ils doivent comprendre qu'ils sont responsables. Mais si vous mettez que c'est criminel, c'est une entreprise criminelle contre les écocides, alors il y a beaucoup d'investisseurs qui ont la confiance et qui sont ils ont peur du risque. Et c'est ça qui m'intéresse justement, c'est que est-ce qu'il faut les faire réfléchir? Est-ce qu'ils veulent donc faire partie de ces entreprises risquées? Il faut essayer de prévenir, absolument. Merci infiniment. Donc, je vais regarder les questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions parce que je veux que tout le monde conclue. Donc, de donner des messages beaucoup plus audacieux. Pat Smith, elle parle comment on peut intégrer les organisations United pour sauver la planète, You Planet Alliance, qui veut faire ceci. Donc, essayez de vous inscrire à ceci. Et l'idée de liste dans le chat, de mettre une liste, oui, bien sûr, une liste de liens. Sabina, en fait, vous avez dit que oh, c'est comme bouger les chaises sur le bateau du Titanic. Cette situation est vraiment dramatique. Oui, effectivement, nous avons besoin d'un accord sur la législation. Tout à fait, je suis d'accord. Vous pouvez me donner 30 secondes? Rihanna Robinson de la Nouvelle-Zélande qui a dit aussi que ce sont des questions locales. Merci pour votre engagement. Merci à nos panélistes. Et donc, je vais me tourner dans le même ordre. Si vous voulez donner un rappel, qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à cette superbe discussion pour créer donc ces sauvegardes législatives et penser comment on peut être des bons ancêtres? Jojo, vous avez la parole. Eh bien, ce qui est important, il faut répandre donc la parole sur cette loi. On sait déjà que quand les gens l'ont déjà vu, 30% étaient d'accord au début. Ça veut dire que cette conversation a besoin d'un accès. Donc, parlez à vos amis, parlez de l'écocide, utilisez le mot écocide. C'est déjà extrêmement important. Donc, il faut propager le message. Oui, Antoinette, à vous. Eh bien, comme ça a été déjà dit, local, ce qui est local est mondial. Les océans sont affectés, donc ils sont intoxiqués. Il y a le réchauffement climatique et nous avons quelque chose qui est vraiment
Non, personne n'avait pas parlé donc de du lien avant entre l'écocide et les océans. Donc, il faut arrêter cet écocide et ceci va aider nos actions à protéger l'océan. Fantastique, merci Antoinette. Perses. Ah, je pense qu'on a perdu Perses. Alors, Inge, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, il ne faut jamais oublier que nous sommes des parties prenantes mondiaux. Nous avons un choix et nous pouvons faire des choix sages. Et donc, un rappel, c'est de s'inscrire en tant que part donc, de la force arctique et mettre la pression avec le moratoire au niveau de l'État, au niveau individuel. Nous avons vu que ça peut être puissant par rapport aux améliorations. Donc, ne le sous-estimez pas. Votre voix ne doit pas être sous-estimée. Magnifique comme message. Et Hawaï, à nouveau, dans le Pacifique. Bon, alors, Margomedj a dit, eh bien, quand il y a un petit consensus de personnes, ceci peut changer le monde. Eh bien, selon mon expérience, les plus grandes choses accomplies, eh bien, moi, j'ai apparu et je l'ai fait. Et donc, il faut le croire à la base. Il faut être là et prendre les premiers pas et les deuxièmes pas, etc. Et effectivement, ensuite, on peut apporter des solutions. Il faut être là. Magnifique comme conclusion. Vous devez répandre le message et essayer d'arrêter l'écocide. Je vous remercie à tous.